Bonjour à tous, bienvenue à cette causerie qui est enregistrée. Nous sommes lundi 18 janvier et elle sera aussi rediffusée en live demain, mardi 19. Donc je suis Guénaël Guillemot, je suis à Césy, responsable du département industrie et directeur de l'Institut de la réindustrialisation. Donc le sujet de la causerie d'aujourd'hui, ce sont les outils du Lean. Alors pourquoi parler aujourd'hui des outils du Lean? Vous allez voir que c'est quelque chose qui se déploie maintenant dans tous les secteurs d'activité, on va en parler. Je m'adresse aussi particulièrement aux apprentis qui sont en formation d'ingénieur généraliste, puisque c'est un SAM qui fait partie de votre projet 8, le projet 8 sur lequel vous travaillez à l'heure actuelle. Donc cet enregistrement vous permettra d'avoir quelques définitions et de revenir sur certaines diapos. Donc, nous allons, pour parler des outils du Lean, je ne vais pas vous parler directement des méthodologies. Je vais faire un peu d'histoire de l'industrie avant, pour voir d'où ça vient et comprendre un peu le cheminement de ces différentes méthodologies. Alors, voici une flèche qui est censée indiquer une chronologie historique. On va démarrer l'histoire de l'industrie, alors pas au 19e siècle, mais plutôt au 20e siècle, avec le début de la standardisation. Premier outil du Lean, la standardisation, développée par monsieur Henry Ford, qui voulait que toutes ces voitures se ressemblent pour pouvoir répondre aux besoins et à la demande de ses clients de plus en plus nombreux aux États-Unis. Et donc là, on est en 1910, tout début du siècle. Et de 1910 jusqu'à peu près le début de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie s'est développée selon ses standards, plutôt aux États-Unis et en Europe. La Seconde Guerre mondiale a été un accélérateur sur différents points. C'est là où on a vu les prémices, par exemple, du management de projet. C'est là où on a vu un certain nombre d'outils arriver. Des outils de planification, des outils d'anticipation. Un outil qui a été développé durant la Seconde Guerre mondiale et qui reste toujours d'actualité, c'est la fameuse roue de Deming, le PDCA, planifier, développer, contrôler, ajuster. C'est à cette époque-là. Fin de la guerre, on a un pays qui est en totale reconstruction et pour cela... c'est le Japon, bien sûr. Pour cela, le Japon va standardiser, unifier ses moyens de production et mettre en place, donc notamment dans une entreprise qui s'appelle Toyota, et c'est monsieur Toyoda qui est à l'origine de ce fameux système de production Toyota. On le voit apparaître dès 1962. Début des années 60, on va commencer à rationaliser au Japon les outils de production, essayer de faire en sorte de produire mieux, plus vite, plus rapidement, mieux répondre à la demande que ce qui se fait dans les autres pays, notamment le monstre industriel américain qui avait pris beaucoup d'avance, qui n'a pas vu son outil de production non plus détruit pendant la guerre, et donc il y avait énormément d'avance. Et le Japon va faire donc, grâce à ce TPS, ce Toyota Production System, va faire son chemin industriel. Avant d'arriver en 86, je vous parlais du management de projet. Le management de projet donc, a été initialisé pendant la Seconde Guerre mondiale, où on voit Gantt, le PERT et un certain nombre d'outils du management de projet arriver. Là où on découvre vraiment, où l'Europe notamment découvre le management de projet, c'est 1969. On a marché sur la Lune. Revoyez vos classiques avec Tintin. C'est à ce moment-là que l'Europe découvre la puissance du management de projet. Si vous avez la chance, si vous allez sur le site de l'INA qui présente des vieilles émissions et le commentaire en direct de tout un panel de scientifiques qui commentaient l'arrivée du module lunaire sur la Lune, ils ne parlent que de ces nouveaux outils, ce management de projet qu'ils découvrent et qui vont petit à petit absorber au fur et à mesure. On y reviendra, ce management de projet, avec un exemple.
86, Motorola invente le Six Sigma, un des outils du Lean Management dont on reparlera aussi tout à l'heure. Et la naissance du Lean, 1988 seulement, vous voyez, 62 TPS au Japon, 1988, naissance du Lean, c'est la première fois qu'on voit apparaître au MIT, Massachusetts Institute of Technology, le terme Lean qui veut dire maigre en anglais. Essayer de faire les choses d'une façon sans superflu. Alors, vous avez bien compris que les grandes philosophies partent d'un pays, le Japon, et cette fameuse philosophie, alors j'insiste, le Kaizen c'est une philosophie, le Kaizen n'est pas un outil ou une méthodologie, le Kaizen ce sont deux kanji, donc deux idéogrammes qui veulent dire change, le changement pour le meilleur, changer pour le meilleur. Le Japon pratique le Kaizen à toutes les sauces. Le Kaizen, la politique internationale, la diplomatie japonaise est basée sur le Kaizen. Donc ce n'est pas qu'un outil ou une philosophie industrielle. C'est quoi le Kaizen? Tout simplement, eh bien, quand on passe d'un état 1 à un état 2, puis un état 3, vous avez plusieurs façons de le faire. La façon traditionnelle européenne, on passe d'un état 1 à un état 2 en remettant tout en cause, en faisant des grandes révolutions, beaucoup d'innovations. On part d'une table rase, on fait une feuille blanche et on repart sur un nouvel état. Et quand on passe à un nouvel état, rebelote, on remet tout aux oubliettes et on repart sur quelque chose de neuf. Le Kaizen, en revanche, c'est petit à petit, la philosophie des petits pas. On va arriver aux mêmes états, mais avec des petites variations à chaque fois, des petites variations maîtrisées. C'est ça la clé de la réussite du Kaizen. Alors, Kaizen, c'est quelque chose qui est historique au Japon, qu'on voit depuis très très longtemps. Donc, je vous disais qu'on appelle ça Lean Management, Lean Production, qu'on a vu apparaître fin des années 80 aux États-Unis. Et l'amélioration continue qu'on a vu apparaître en France. Donc maintenant, vous avez des ingénieurs Lean, des ingénieurs amélioration continue. Les deux regroupent un peu la même fonction. Le Lean 88, on voit les grandes entreprises américaines le mettre en place dans les années 80-90. En France, on voit aussi apparaître, donc, plutôt dans l'industrie automobile, milieu des années 90, dans l'industrie automobile, pour après faire un peu tâche d'huile dans tous les secteurs d'activité. Et maintenant, on retrouve donc des ingénieurs amélioration continue dans tous les secteurs d'activité, même si c'est dans les industries manufacturières telles que l'aéronautique, l'automobile, la construction de biens d'équipement qu'on retrouve le plus d'ingénieurs amélioration continue. Mais on les retrouve dans le secteur bancaire, par exemple. On a des ingénieurs Six Sigma dans le secteur bancaire, dans les services, dans le consulting, bien sûr. Et dans tous les groupes, tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise. Alors pour revenir un peu sur ces grandes philosophies, vous compreniez bien l'origine. Je vais vous parler de l'industrie automobile, ayant un passé dans ce secteur d'activité. Vous allez voir, vous avez trois véhicules emblématiques en 81. Voilà, vous avez une voiture américaine, ça c'est une Chrysler. Les Américains étaient sur leur lancée de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils se croyaient les maîtres du monde. 73, le choc pétrolier avait un peu ébranlé leur pensée, mais au niveau industriel, rien n'avait changé. On faisait les choses carrées, en masse, sans trop se poser de questions. Pour faire un véhicule tel que celui-ci, Chrysler, en 81, avait 54 mois de développement. Entre le premier coup de crayon et le premier véhicule, 54 mois. Et ce véhicule-là présente à peu près 70% d'innovation, c'est-à-dire des choses nouvelles, aussi bien sur le produit que sur le process. J'associe les deux. Des innovations, donc des choses qui n'avaient pas été testées avant. Même moment, 1980, débarque la Toyota Corolla. Toyota qui était totalement absent, bien sûr, sur le marché américain, totalement inconnu. Bien sûr, des Américains, des Européens, à quelques rares exceptions près.
En 1980, la Toyota Corolla, ils ont réussi à développer cela en 36 mois. Vous voyez, 36 mois par rapport à 54 mois. Et 10% d'innovation. C'est-à-dire qu'en termes d'innovation, ils vont reprendre sur un nouveau véhicule, mais aussi sur un nouveau process, des choses qui marchent, qui fonctionnent. Donc sur un véhicule précédent, sur des outils précédents, des équipements de process précédents. Je vous donne un exemple que moi-même j'ai personnellement vécu lorsque j'étais dans l'industrie automobile. Je travaillais chez Faurecia à l'époque sur le développement et l'industrialisation de sièges automobiles. 1995, 96, 97, 98, dans ces années-là, PSA, le groupe PSA développait un siège pour sa gamme 206, 306, etc., toute la gamme, avec un process de fabrication totalement neuf, avec des designs de sièges et des designs d'armature de sièges totalement nouvelles. Ils ont mis énormément de temps, bien sûr, à développer ces nouveaux sièges et ces nouveaux processus. En même temps est arrivé Toyota sur le territoire français. C'est à peu près l'ouverture du site de production de la Yaris à Valenciennes. Et à ce moment-là, Toyota est venu voir Faurecia, a dit « Qu'est-ce que vous avez en stock ? Moi, je prends ce siège-là qui me semble pas trop mal. Je mets quelques innovations. » À peu près 10% d'innovation, et ça me satisfait. Ils ont pris exactement le même siège que les 206, les 306, sous licence. Très peu d'innovation, et ils étaient directement opérationnels pour leur usine de Valenciennes. Alors qu'en est-il à cette époque-là de la France ? La France, on était loin derrière. C'était l'époque de la fameuse 504 Peugeot, où là, il fallait 60 mois pour développer un tel véhicule. Vous comprenez bien que le développement d'un véhicule, c'est stratégique au niveau commercial, au niveau marketing, pour bien répondre à la demande. 60 mois, si vous commencez à réfléchir dès maintenant à quel sera le besoin de l'utilisateur 6 ans après, forcément, il va y avoir un décalage entre ce que vous proposez et la demande du marché. Et donc, pouvoir être réactif, la réactivité, c'était quelque chose de primordial. Et sur cette voiture-là, 90% d'innovation. Vous voyez, on n'était pas du tout dans la philosophie Kaizen. On était vraiment, on passe d'un état 1, le modèle précédent, jusqu'à ce modèle-là. Et quand on a fait après la gamme 505 ou autre, on a refait exactement le même processus. En France, on a commencé à s'intéresser au management de projet et aux outils du Lean. Ça correspond à peu près au développement de Sweat Twingo, où là on met 48 mois, donc déjà c'était un projet totalement à part. C'était vraiment la première fois qu'on utilisait un management de projet au niveau industriel, et c'est quelque chose qui a donné ses résultats. Alors je continue sur les grandes philosophies. Le Kaizen, vous avez vu, hein, cette philosophie de petit pas à petit pas pour s'améliorer. Le Lean a apporté quelque chose, je dirais, de neuf. Il a formulé différemment parce que tout a été repris au Toyota Production System. Les Américains ont fait du Lean en nommant les gaspillages et en disant que le Lean, en fait, finalement, ce n'était rien d'autre que la chasse au gaspillage. Donc ces gaspillages, les voici. Alors, il y en a 6, 7, 8, 9, ça dépend des écrits, ça dépend de l'histoire à laquelle ça a été écrit. Voilà, on va les détailler un peu. Hein. Le premier, ce sont les temps d'attente. Quand vous produisez quelque chose et que vous attendez, quand un opérateur est sur chaîne et qu'il attend que son collègue lui apporte les pièces sur lesquelles il doit travailler, eh bien, ce n'est pas du temps de valeur ajoutée. On parle bien de gaspillage par rapport à la valeur ajoutée. Pareil pour les transports, hein, quand vous transportez votre marchandise loin, quand c'est dans un container, dans un cargo, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, essayez de faire du juste à temps peut-être, essayez de supprimer ces différents transports. Les stocks inutiles. Les stocks, c'est très rassurant pour quelqu'un qui produit. Il est sûr comme ça de ne pas avoir des temps d'attente si c'est nécessaire. Mais la façon dont on voit les stocks, c'est surtout une immobilisation financière. L'argent que vous avez mis dans les stocks, eh bien, ce n'est pas de l'argent qui circule, qui est placé à la banque. Donc, ce n'est pas de l'argent qui rapporte. Donc, c'est un gaspillage. Processus inadapté, mouvement inutile. Donc, on peut aussi parler là d'ergonomie de poste.
les pièces défectueuses, bien sûr. En termes de qualité, tout ce qui est produit et qui est défectueux, tout ce qui est mauvais, c'est quelque chose qui va être un gaspillage. La surproduction, quand on produit beaucoup plus que demandé, eh bien, ça va faire des stocks inutiles, ça va être des invendus, donc là aussi c'est un gaspillage. J'ai gardé l'innovation comme gaspillage. Il faut bien voir que l'innovation, c'est le moteur de l'industrie. Hein. Pas d'innovation, pas d'industrie. Mais la mauvaise innovation, trop d'innovation, l'innovation mal faite, un processus d'innovation mal maîtrisé, c'est un gaspillage. Voilà les Japonais, notamment donc Monsieur Toyoda, a formalisé ce Toyota Production System via la maison de production Toyota, Toyota Production System. C'est voilà, la maison du Lean, la maison Toyota. Alors on ne va pas tout décrire, mais la première chose, c'est la stabilité. Vous ne pouvez pas faire de Lean, vous ne pouvez pas faire d'amélioration continue dans un environnement changeant. Si vous n'avez pas une équipe stabilisée, si vous n'avez pas des processus stabilisés, ce n'est pas la peine d'engendrer, de mettre en place une politique du Lean. Ça ne marchera pas. Donc la première chose, c'est d'avoir un environnement stable. Et après, on va travailler sur le Kaizen, on va travailler sur les méthodes de standardisation, essayer de découper au maximum, que chaque tâche soit bien standardisée par rapport aux autres. Et Eijunka, ça va être le lissage de la production. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte que chacun travaille au même niveau. Et puis après, on va trouver d'autres choses comme le juste à temps qui va permettre de supprimer les stocks. Et on parlera bien sûr aussi de qualité. Voilà le TPS tel qu'il a été formalisé par Monsieur Toyoda. Sur le Lean, c'est totalement différent. Ils ont quand même un peu copié, j'ai l'impression. Alors vous savez que ici, quelle que soit votre formation, le plagiat sera sanctionné. Au MIT, ils ont fait un peu de plagiat et on retrouve un peu formulé différemment en mettant des nouvelles appellations, mais on retrouve la même construction et la même idée de maison avec cette stabilité, le Kaizen, le 5S qui est une des méthodes qu'on va voir et différents standards. Avant de rentrer sur la présentation de quelques méthodologies, 2 ou 3 indicateurs que je vais vous présenter. Je m'adresse notamment à ceux qui sont sur le projet de la formation d'ingénieur généraliste. C'est des choses qui vont vous servir. Alors la définition du takt time, c'est un point important. Le takt time, c'est le temps machine disponible divisé par le nombre d'unités voulues. Ça veut dire tous les combien, si votre chaîne de production fonctionne, tous les combien un nouveau produit sort. Vous êtes dans l'industrie, vous faites des cafetières, eh bien, vous pouvez dire les cafetières sortent toutes les minutes 30, eh bien votre takt time sera 1 minute 30. L'autre définition, c'est le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le temps de machine disponible et le nombre d'unités produites. Si je reprends mon exemple de cafetière, eh bien, vous avez dans votre usine une cafetière qui sort toutes les 4 minutes. Eh bien, il y a des choses qui sont explicables. Il y a les pauses, les temps d'ouverture, il y a les temps de maintenance qui vont être pris en compte dans le temps de cycle. Il y a des arrêts qui sont involontaires liés à la qualité ou des pannes, tout simplement. Et donc, si votre takt time est égal au temps de cycle, votre usine fonctionne parfaitement. Votre moyen d'équipement fonctionne parfaitement. Si, en revanche, le temps de cycle est inférieur au takt time, vous faites de la surcapacité, la surproduction, donc c'est du gaspillage. Et bien sûr, si le temps de cycle est supérieur au takt time, vous êtes en sous-capacité. Et là, il va falloir aller chercher les différents gaspillages qui vous ennuient, qui vous empêchent de faire un takt time égal au temps de cycle. L'autre indicateur important, c'est le TRS, le fameux TRS, taux de rendement synthétique, qui va être le produit de 3 taux. Le taux de performance, le taux de qualité et le taux de disponibilité. Et donc, alors, des taux, ça va être entre 0 et 1. Si on fait la multiplication des 3, forcément, un TRS va être entre 0 et 100%. Et donc là, vous avez la définition qui peut vous être utile pour calculer le taux de disponibilité d'un équipement. Un équipement à 40%,
un équipement industriel à 40%, c'est déjà un très bon rendement. Si vous êtes en dessous, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir améliorer. Si vous êtes au-delà, c'est peut-être que la définition de ces différents taux n'est pas forcément bon. Un TRS à 100%, ça n'existe pas. Un des points importants, donc là on va rentrer dans les méthodologies et les outils du Lean. Un premier point qui est important, c'est le management visuel. Le management visuel, ça veut dire quoi? C'est rendre visible la réalité. Oui, si vous voulez travailler sur les gaspillages, eh bien, il faut, en toute honnêteté, en toute franchise, montrer ces gaspillages, pouvoir les identifier pour pouvoir les supprimer. Ce qui n'est pas forcément évident au sein d'une entreprise. Il peut y avoir ici des freins à cette logique. L'idée, c'est ça. C'est là, vous avez un canal qui recouvrait un certain nombre de défauts, en l'occurrence des choses qui ont été jetées dans ce canal. Tant que le niveau de l'eau est supérieur aux déchets, on ne voit rien. En enlevant l'eau, eh bien, on rend les choses visibles et là, on va pouvoir faire du nettoyage. Donc, le management visuel, 3 principes. On veut rendre visible la réalité de l'entreprise. La réalité de l'entreprise, généralement, ce sont les processus. Les processus, c'est ce qui est généralement, maintenant, dans la plupart des entreprises industrielles, c'est ce qui est cartographié dans le SMQ, dans le système de management de la qualité. On va bien mettre en avant ce qui est réellement réalisé. Mettre la poussière sur le tapis, c'est contraire au Lean. C'est quelque chose qui ne passera pas. Vous ne vous attaquerez pas au problème. Et puis, bien identifier les gaspillages. Et donc après, on rend visible, on affiche la réalité et on utilise des moyens de communication très simples, basiques, connus de tous, pour pouvoir travailler. Et donc, le management visuel, en partant de cette philosophie, de ces bases-là, va permettre de faire de l'affichage sur le lieu de production, de l'affichage sur les postes de travail, de l'affichage sur le reporting, fait régulièrement. Voilà. Pour présenter les différents outils, on va faire un petit exercice. Je vous présente Bob, qui est certainement irlandais. Bob a une entreprise qui fabrique des vélos pour enfants. Donc il a deux modèles que nous verrons un peu plus tard. Mais il a sa petite entreprise qui fonctionne pas terrible. Voilà à quoi ça correspond, son entreprise. Alors vous avez les petits Playmobil qui présentent les différents opérateurs, les 2 camions qui présentent les livraisons, l'autre camion à la fin qui est la livraison du produit fini. Vous avez des poubelles, vous avez des stocks, vous avez tout ce qui est en bleu, ce sont des postes de travail avec à l'intérieur des outils. C'est un peu le bazar dans son entreprise. Et c'est le bazar, il le sait bien, il voit que son TRS est de 30%, c'est pas terrible. Les stocks, il a trop de stocks. Les qualités, trop de qualité. Et le nombre de pannes, trop de pannes sur ces différents équipements. Le premier outil, la première méthodologie qu'on utilise lorsqu'on fait du Lean, c'est toujours la même et ça doit toujours être la même, c'est le 5S. Comme l'indique le petit drapeau. Le 5S vient du Japon et donc c'est 5 mots japonais, Sairi, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke. Débarrasser, ranger, nettoyer, ordonner, être rigoureux. Les 5S, dans la définition même, dans l'acronyme même, vous avez tout le planning, tout ce qu'il va falloir faire. On va d'abord débarrasser tout ce qui est superflu. On va ranger chaque chose à sa place. Si ça n'a pas de place, c'est que ça n'a rien à faire ici. On va tout nettoyer, rendre la place propre, ordonner avec des rangements visuels, avec des étiquettes. Et être rigoureux, Shitsuke, ça veut dire rendre le 5S pérenne. La difficulté, c'est pas de débarrasser ou de ranger. Ça, c'est généralement tout le monde peut le faire. Mais le faire sur la durée, c'est ça la difficulté. Vous demandez à un enfant de ranger sa chambre, débarrasser, il peut le faire. Le faire le lendemain, le surlendemain, pendant toute une semaine, c'est ça qui va être compliqué. Dans une entreprise, finalement,
c'est à peu près la même chose. Le 5S va s'appliquer dans les ateliers, mais maintenant s'applique aussi dans les bureaux. On peut faire du 5S à toutes les sauces, hein. On peut faire du 5S sur un service informatique, et on va toujours reprendre les différents acronymes. Donc, un point important, premier outil de la méthodologie du Lean, et un point important dans toutes les politiques du Lean, c'est ça, c'est engagement ferme et sans ambiguïté de la direction. Top, bottom. Le management doit imposer l'outil, imposer la méthodologie pour pouvoir après la dupliquer. S'il n'y a pas d'engagement ferme et définitif de la direction, vous n'arriverez jamais à faire une politique d'implémentation du Lean. Donc, définition claire des objectifs, des enjeux, du planning, bien établir les règles du jeu, choisir un périmètre qui va devenir la vitrine. Au début, il faut, sur le 5S, il va falloir choisir une zone sur laquelle on va pouvoir compter sur les individus qui l'occupent, puisqu'ils vont être moteurs, ils vont être motivés pour rentrer dans cette démarche. On sait qu'on va pouvoir avoir des résultats rapides, pas la peine de s'engager dans un planning en disant dans l'année prochaine, quand on aura les nouveaux équipements, ça ira mieux. Donc il faut que ça soit très très rapide. Et cette vitrine qui va vous donner donc des résultats rapides va pouvoir donner envie aux autres, montrer aux autres que c'est possible et que c'est réalisable. Former dans tout ce qui est Lean, bien sûr, il y a la formation des encadrants qui est importante, la formation des salariés et la pérennisation et le déploiement. Donc vous retrouvez les différentes phases. On reviendra sur l'implication et la pérennisation tout à l'heure. Donc, si je reviens à Bob et à son usine, hein, quand on regarde un peu ce qu'on peut faire, et bien là, tout d'abord, il y a des porte-manteaux en trop qui n'ont rien à faire dans son usine. Donc, on supprime les porte-manteaux. Les brouettes, rien à faire ici, donc on peut supprimer les brouettes. Les outils qui ne sont pas à leur place, donc les outils qui ne sont pas à leur place, on peut les supprimer ou les mettre à leur place, les ranger comme il faut. On peut supprimer un certain nombre de poubelles. Voilà, on peut nettoyer l'atelier pour le préparer à un outil, une méthodologie suivante. Le TRS ne va pas augmenter le 5S ne va pas augmenter votre TRS, il ne va pas augmenter ou diminuer vos stocks, il ne va pas jouer sur la qualité, il ne va pas réduire le nombre de pannes, mais il va être le socle nécessaire pour la suite. Rendre visible. Le 5S, c'est ça. C'est rendre visible les défauts. Une fois que vous commencez à rendre visible, là, vous pouvez travailler. Voilà, deux exemples. Hein. Là, c'est dans un atelier, avant et après. Vous avez un atelier industriel sur la gauche et ce que ça donne après. Là, vous pouvez commencer réellement à faire une politique d'amélioration continue. Même chose sur un chantier BTP. Un chantier BTP avant un chantier Lean, un chantier 5S, et après un chantier 5S. On retrouve exactement la même philosophie. Alors maintenant qu'on a rangé un peu notre atelier, on va pouvoir commencer à travailler sur nos indicateurs. Un des premiers outils après le 5S qui apparaît, c'est la VSM, Value Stream Mapping. Donc on va répertorier toutes les étapes de production du produit, notamment en identifiant les tâches qui composent le processus et qui ont une valeur ajoutée et toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Généralement, il y a deux flux qui se croisent dans une entreprise. Il y a le flux physique, vous avez des pièces, la matière première qui va être transformée jusqu'à l'assemblage final, jusqu'à la livraison. Et parallèlement à ça, dans un sens inverse, vous avez le flux d'informations qui part de la commande du client et qui remonte jusqu'à la commande de l'entreprise vers le fournisseur de matières premières. Donc la VSM va permettre de cartographier ces différents flux d'informations et de matières et qui va permettre aussi d'identifier ces fameuses tâches sans valeur ajoutée. Donc si on revient sur notre exemple, un exemple simple de VSM, puisque ça peut être beaucoup plus compliqué, vous l'imaginez bien sur un processus plus complexe. Alors déjà, on visualise, hein, vous avez, avec des flèches tout simplement, vous avez deux
2 camions de livraison. Après, on fait une première livraison. Alors en fonction du jour, en fonction de la production, soit on fait un premier stock, soit on va directement sur la fabrication. Après, une fois qu'on a fait cette première opération, on va à l'extérieur, à l'atelier de peinture, avec un stock pour revenir. Et puis ensuite, ça suit son cours avec un certain nombre de choses, en passant par les stocks et autres. La VSM, une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on a un outil, une visualisation qui nous permet de réfléchir à comment optimiser. On peut se dire, mais ça sert à quoi, par exemple, d'avoir 2 camions de livraison? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un seul fournisseur? Pourquoi il y en a qui vont directement là-bas et pourquoi on fait un stock? Est-ce qu'on a besoin du stock? L'atelier de peinture à l'extérieur, ça m'a l'air compliqué. Et donc, en travaillant sur la VSM, eh bien, en faisant un certain nombre d'aménagements, donc là, vous avez un exemple réel, on arrive à faire un certain nombre de choses comme ça. Donc, on a supprimé une livraison. La livraison arrive en juste à temps, directement livrée sur la ligne de production. On a remis à l'intérieur l'atelier de peinture, ce qui permet de supprimer un certain nombre de stocks. Et là, on a un processus beaucoup plus détaillé et beaucoup plus performant. Et il reste bien sûr toujours des temps de non-valeur ajoutée. Mais là, on a bien identifié ces sources de gaspillage qu'il va falloir éradiquer. Et donc là, notre TRS va augmenter puisqu'on va être plus productif, on va éliminer bien sûr les stocks. Les stocks vont diminuer. Donc là aussi, on a notre indicateur qui est en vert. Par contre, en termes de qualité, en termes de nombre de pannes, la VSM n'a aucune influence. Bob produit dans son usine deux modèles, le rouge et bleu et le jaune. Toute la première partie de son processus jusqu'à la peinture, ça va être la même chose, sauf qu'à la fin, eh bien, il va avoir des processus qui vont différencier ces deux modèles de vélo. C'est quelque chose de récurrent dans l'industrie. Dans l'industrie automobile, c'est quelque chose que l'on voit apparaître dès qu'il y a une complexité. Et là, maintenant, on vient de plus en plus vers la complexité des différents composants. C'est quelque chose qui est récurrent. L'outil pour pouvoir travailler sur ça, ça va être le 5S. Le 5S va nous permettre de régler des problèmes. L'opérateur, quand il change, il va passer du vélo bleu au vélo jaune, il va avoir besoin de nouveaux outils. Donc, s'il ne les a pas à sa disposition, il va aller chercher ailleurs. Il va aller chercher la bonne documentation, si elle n'est pas sur le poste. Il va falloir qu'il revienne. Donc là, c'est des déplacements inutiles. Il va falloir qu'il change ses bacs d'approvisionnement pour pouvoir avoir les bons composants. Donc, changer d'outil aussi. Et lequel? Est-ce qu'il faut pas se tromper ou pas? Pour passer chez Bob du vélo bleu-rouge au vélo jaune, il fallait 3h40. Temps de changement de série, 3h40. Du moment où on passe d'une première production, le dernier modèle bleu produit au premier modèle jaune, 3h40. Donc l'outil pour pouvoir optimiser ce temps-là, c'est le SMED, Single Minute Exchange of Die. Donc c'est un acronyme anglais, même si ça vient du Japon. Changement d'outil inférieur à 10 minutes. Donc on va essayer de dissocier de la production un certain nombre de choses à faire en amont. La préparation de la machine, du poste de travail, la vérification de la matière, le démontage, montage de l'outillage. Tout ce qui est fait, tout ce qui peut être préparé en amont, sorti de la production, on va le préparer. On va faire en sorte que l'opérateur ou le technicien ou l'ingénieur qui doit changer les outils, quand il a quelque chose à faire, il n'a aucune question à se poser, tout doit être pré-réglé. Et bien sûr, après, faire le nettoyage, etc., la réalisation des premières pièces, etc., etc. Donc ça va jouer bien sûr directement sur le TRS. Là, si vous réduisez le temps de changement de stérie, votre équipement va être plus disponible, donc votre TRS forcément va augmenter. Les stocks, bien sûr, vont diminuer puisque vous allez mieux les gérer. Toujours pas d'effet sur la qualité et le nombre de pannes. Donc le SMED répond à cette méthodologie bien précise. On a toujours l'engagement ferme et sans ambiguïté de la direction. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera jamais. Et ensuite, vous avez la méthodologie où on va retrouver, je ne vais pas la détailler puisque vous allez retrouver la même chose que le 5S.
la définition claire des objectifs, le choix du périmètre, toujours avoir une vitrine, faire un 5S, un premier SMED dans un périmètre que vous allez maîtriser, la formation des encadrants, la formation des salariés et la pérennisation. À part rien du tout, c'est exactement la même chose que le 5S. Les méthodologies sont les mêmes. Quelques résultats. Moi, pour changer une roue de ma voiture, je dirais qu'il me faut facilement une semaine, voire plus. Bon, allez, si j'ai le cric et si j'ai la voiture, allez, en quelques heures, ça doit être faisable. Pour changer une roue, finalement, il faut moins de 10 secondes. Si vous avez les bons outils. La réflexion est venue, je vous parlais de Toyota, comment ils sont arrivés à cette réflexion-là. Imaginez à l'époque, dans l'industrie automobile, dans les années 80, quand Renault ou Peugeot ou Citroën, à l'époque, passaient d'un véhicule à un autre, pour tout ce qui était outillage de tôle de carrosserie, eh bien, chez Citroën, au début des années 80, l'usine était arrêtée pendant 48 heures, pendant 2 jours, pour passer d'un modèle à l'autre. Toyota est arrivé et a dit bah non, nous on fait ça en 10 minutes. Ils ont mis les moyens, ils ont mis les équipements, ils ont triché un peu. Je vais vous montrer comment ils ont triché, mais ils ont triché tout simplement en ayant un moyen de production en double, tout simplement, en identifiant le point de blocage. Dupliquer ce point de blocage leur permettait d'être beaucoup plus performants. Et comme ils ont des équipements, on va le voir après, qu'ils ont su maintenir correctement, avec beaucoup moins d'investissement, ils sont capables de faire ça. Donc imaginez le choc de l'industrie ou des industries quand on a commencé à voir que ces temps de changement de série étaient très très facilités avec un certain nombre maintenant d'équipements industriels qui proposent de faire tous ces changements de série rapidement. Et donc, c'est ce que a fait Bob. Et lui, il a réussi donc à réduire son temps de changement de série. Alors, on ne s'est pas encore attaqué aux pannes, aux arrêts. Vous avez un opérateur qui a un problème sur un de ses outils. Alors, chez Bob, déjà, il se pose la question, à qui vais-je poser la question? Il va voir son collègue pour savoir si son collègue a la réponse. Il peut aller voir d'autres collègues. Il va aller voir au magasin des pièces détachées s'il a une pièce détachée qui existe. Ce sont des temps de désorganisation, des temps de gaspillage qu'un outil qui s'appelle la TPM, donc encore un outil japonais, Total Productive Maintenance, va pouvoir résoudre. C'est une méthode visant à améliorer le rendement des machines. Donc, maintenance, c'est-à-dire réparer, nettoyer, graisser, faire en sorte de rendre l'équipement disponible et prêt à la production. Productive, ça veut dire assurer la maintenance tout en produisant. Et ça, c'était nouveau à l'époque. À l'époque, la maintenance, et on arrêtait, on faisait des périodes de maintenance, selon les différents types de maintenance. On faisait bien la maintenance, on repartait. On s'arrêtait, on refaisait la maintenance, etc., etc., etc. Les Japonais, ils se sont dit, ah ouais, mais là, ça prend du temps, donc à part peut-être une ou deux opérations où on est obligé, par raison de sécurité, d'arrêter la machine, tout le reste, on peut le faire avant ou à côté. Et Total, c'est considérer tous les aspects, y associer tout le monde, c'est-à-dire que la TPM, dès la conception du produit, dès la conception du process, la maintenance est prise en compte. Et donc là, le TRS aussi va augmenter et la qualité et le nombre de pannes, bien sûr, vont être directement impactés. Voilà les bases de la TPM. Là, vous avez un opérateur qui est une opération apparemment complexe industrielle. Eh bien, la TPM va permettre à cet opérateur de réagir rapidement, déjà en lui donnant sur son lieu de travail les différentes informations nécessaires. Ce que vous avez ici ou même là-bas certainement. Vous allez, avec un certain nombre d'indicateurs, lui permettre de faire la maintenance rapidement et efficacement. Et préventivement, c'est-à-dire que dès qu'un indicateur commence à aller vers le orange, on ne va pas attendre d'être vers le rouge pour pouvoir réagir. On va lui donner les moyens de faire des petites actions de prévention, tout en respectant les consignes de sécurité.
Et on va mettre à disposition, non pas dans un magasin de pièces détachées, mais sur le lieu de production, quelques pièces détachées qui vont lui permettre de faire une maintenance de premier niveau. Voilà, la TPM, ça correspond à ça. Donc, je vais conclure dans 5 minutes. Je vais vous présenter un petit bilan, un petit résumé. Donc, voilà dans l'ordre, si possible, les différents outils et les différentes méthodologies que l'on va mettre en place, si bien sûr la direction est d'accord et si vous pouvez identifier une équipe motivée et des vitrines. On commence toujours par le 5S qui va vous permettre de nettoyer la place. On continue après par la VSM qui va pouvoir vous permettre d'identifier les sources de gaspillage et les étapes de valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée. Après, le SMED, si vous êtes dans une situation de temps de changement de série, donc là, si dans l'entreprise ce n'est pas le cas ou si c'est déjà traité, c'est un outil qu'il n'est pas nécessaire de développer. Et la TPM, qui va être le premier outil de réflexion pour une politique de maintenance optimisée. Après ces différents outils et ces différentes méthodes, vous allez pouvoir passer à d'autres choses. Motorola a développé le fameux Six Sigma qui va permettre de travailler. Alors le Six Sigma, on peut l'appliquer sur tous les processus itératifs. À partir du moment que c'est une itération, donc pour le monde de la production, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous avez une presse d'emboutissage qui va faire des différentes pièces. Eh bien, c'est un mouvement répétitif. Normalement, vous devez avoir une courbe de Gauss. Travaillant sur les différents paramètres de réglage, vous allez pouvoir arriver à différents rendements. Et si vous arrivez à 6 sigma, ça veut dire que pratiquement 100% de la production, ou 99,99999% de la production est bonne. Le 6 sigma, je ne l'ai pas développé ici. Le 6 sigma, c'est vraiment une politique qualité de l'entreprise. Vous ne pouvez pas faire du 6 sigma dans votre coin. Vous ne pouvez pas faire du 6 sigma sans que ça soit quelque chose de vraiment ancré dans l'entreprise dès la conception et à tous les niveaux. C'est un outil puissant, mais qui demande un fort investissement de l'entreprise. Le Kanban, un autre outil que je n'ai pas développé, mais qui est aussi très à la mode, va pouvoir travailler sur le juste à temps. Donc, produire le strict nécessaire sans encours. Kanban, c'est le nom qui veut dire étiquette en japonais, et ça va vous permettre d'avoir donc le stock minimal pour pouvoir faire votre production. On pourrait parler d'autres méthodes, hein, le Gemba Walk. Gemba, c'est un mot japonais qui dit lieu où se trouve la réalité. Souvenez-vous, hein, je vous disais, le Lean, le 5S, c'est montrer la réalité. La réalité, il faut l'afficher, il faut montrer effectivement ce que l'on fait. Il faut bien l'afficher quelque part. Le Gemba, c'est une méthode de management. Là, on est sur du management qui permet de vérifier cette réalité. Et donc, le Gemba Walk, par exemple, c'est un parcours régulièrement qui permet aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, de regarder et de discuter avec les salariés. À un moment de ma vie, j'ai travaillé dans une entreprise japonaise. On avait, dans un grand groupe japonais, on avait pas le président, mais le vice-président qui faisait, quand il était présent sur le site, qui faisait tous les matins son petit rituel, qui allait voir les différents indicateurs. Ça montre bien une implication de tous les jours du management. Kanban, Gemba, après, si vous avez encore quelques heures, la diapo ne passe pas, ce sont les aléas techniques. Mais vous avez donc sur là, imaginez la maison Toyota. Non, la vidéo là ne passe pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Et on répertorie à l'heure actuelle 76 outils et méthodes. Une fois qu'on a maîtrisé ces outils et ces méthodes, donc là dans vos projets professionnels, quelle que soit votre entreprise, vous allez pouvoir les développer. Hein. C'est quelque chose qui se développe. Donc j'en parlais. Le Lean Office, temps de processus, réactivité, productivité. On voit dans les systèmes bancaires, mais sur les centres d'appel, on peut faire du Lean, du Six Sigma. Et oui, un centre d'appel, c'est que de la répétition.
Donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être de plus en plus et de mieux en mieux appréhendé. On voit le lean à toutes les sauces, hein, le lean startup, réduction des temps de cycle de commercialisation, le lean innovation, le lean informatique, etc., etc. En conclusion, quelques questions. Parce que souvent, et dans le passé, les entreprises ont mal négocié le tournant du lean. On voyait souvent des chantiers 5S qui étaient confiés par exemple à des stagiaires ou à des apprentis. On l'a vu, hein, on a développé les premières formations sur l'amélioration continue en 2005-2006 via un master spécialisé au CESI. On a vu des stagiaires apparaître. Et il y a un stagiaire qui commençait un chantier 5S qui quittait l'entreprise et l'entreprise laissait en jachère un peu ce chantier et puis 2 ou 3 ans après refaisait un chantier 5S et 2 ou 3 ans après encore un chantier 5S. Ce n'est quelque chose bien sûr qui ne peut pas fonctionner. Donc là il faut vraiment, et je le répète, hein, c'est une implication de l'entreprise avec une exemplarité à toute épreuve. Le challenge dans les outils du Lean, c'est durer. Faire une vitrine, faire un 5S, ok, c'est facile. Mais les entreprises qui savent vraiment le faire durer et que le système tourne de lui-même, c'est là où c'est gagné. Je vous donnais l'exemple de l'enfant qui range sa chambre, hein, c'est ça. Si vous n'avez plus besoin de lui dire d'aller ranger ses jouets et ses affaires, eh bien, vous avez gagné. Gagné, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez gagné. Et je finirai par ça, c'est un point important. Si vous travaillez dans les outils du Lean, plus vite, mieux, produire plus. Mais à un moment donné, vous allez travailler avec des gens, vous allez travailler avec des personnes à qui il va falloir leur dire allez, on va faire mieux, on va faire plus vite, etc. etc. Et le but, c'est quoi ? Le but, c'est, si vous répondez, le but, c'est de supprimer votre poste. Ça va être très contre-productif. Il faut bien comprendre pourquoi et pouvoir expliquer pourquoi on fait du Lean et quelle est la stratégie de l'entreprise. C'est forcément positif. On a vécu des années de Lean effectivement négatives où il y avait une publicité, il y avait des articles négatifs sur le Lean au niveau syndical ou autre qui disaient que le Lean était une suppression d'emplois. Effectivement, c'est une suppression d'emplois, mais dans la globalité, ça permet à l'entreprise d'être plus réactive, de pouvoir innover différemment, de proposer d'autres produits, mais il faut vraiment pouvoir l'expliquer. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et à bientôt donc. La semaine prochaine, donc là nous sommes le 18 janvier, le Smart Building vers un bâtiment autonome et adaptable, en espérant que ça soit en direct cette fois-ci. Merci, à bientôt.